Bonjour, bienvenue sur Investor TV, notre émission Bourse. Aujourd'hui, direction l'Italie avec Bruno Cartucci qui vient spécialement pour nous depuis Milan pour nous présenter 3 valeurs italiennes cotées à la Bourse de Milan. Bruno, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable de la clientèle francophone au sein d'Equita. Pouvez-vous peut-être vous présenter tout d'abord votre maison, Equita ? Oui, avec plaisir. Equita est une banque d'investissement, donc il y a une banque d'investissement indépendante qui a son siège à Milan et qui a une histoire de 50 ans. Equita s'appelait dans le passé Euromobiliare SIM, mais quelqu'un la connaît encore sous ce nom. À l'origine, Euromobiliare était de fait une société de bourse qui a progressivement diversifié dans de nouvelles activités. Aujourd'hui, Equita n'est pas seulement un courtier, mais également un intervenant majeur dans l'investment banking et dans la gestion alternative. Equita est cotée sur le marché italien depuis 2017 déjà, et elle capitalise aujourd'hui environ 180 millions d'euros. Elle emploie 200 personnes. Environ un tiers de ces 200 personnes constituent la division Global Markets dont je fais partie et où, comme vous l'avez dit, j'ai la responsabilité de la clientèle francophone. Voilà. Très bien. Alors, donc vous étudiez, vous connaissez à peu près tout le marché, la bourse de Milan. Aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir 3 valeurs. La première, c'est une banque en ligne, Fineco, 8 milliards de capi, elle est cotée depuis 10 ans. Exactement. Elle existe depuis 25, elle est cotée depuis 10 ans. Elle fait partie de l'indice principal, donc de l'indice des grandes valeurs. Elle capitalise environ 7 milliards. C'est un dossier intéressant parce que, comme son nom l'indique, c'est une banque, mais c'est une banque en ligne, et c'est un modèle assez unique en Italie de par le fait que c'est en fait un modèle fintech qui n'a donc, c'est une banque qui offre tous les services bancaires classiques, mais sans guichet physique. Il y a par contre un certain nombre, environ 400 magasins financiers où ceux qui le souhaitent peuvent avoir le conseil de conseillers financiers spécialisés. Mais tous les services sinon sont offerts en ligne. Ils ont une plateforme technologique qui a été entièrement développée en interne au fil des années, qui est particulièrement efficace et qui est extrêmement reconnue en Italie comme étant justement la plateforme en ligne plus efficace et plus performante. Également, ce qui les distingue, c'est un service client qui fonctionne extrêmement bien, qui est très accessible via le net, via une application. Ils sont particulièrement forts, il faut bien le dire, dans la collecte de l'épargne, parce que une caractéristique italienne, c'est que le montant de l'épargne globale est probablement le plus élevé en Europe, plus de 5 000 milliards, si je me souviens bien. La capacité de Fineco, du point de vue commercial, consiste en fait à grignoter progressivement les parts de marché des banques traditionnelles. Alors justement, est-ce c'est un pure player ou elle est adossée à une banque traditionnelle ou une Cassa di Risparmio Non, en fait, elle est maintenant totalement indépendante. À l'origine, elle était contrôlée par le groupe Unicredito. D'accord. Aujourd'hui, depuis 2019, en fait, elle est sortie du périmètre Unicredito. Elle est totalement indépendante. C'est une véritable public company, c'est-à-dire que la totalité de son capital est du flottant. D'accord. Donc, elle est véritablement indépendante et elle est, depuis toujours, depuis que je me souviens, dirigée très efficacement par Alessandro Foti, qui est à la tête de la banque. D'accord. Alors j'imagine, comment dirais-je, qu'elle doit aiguiser les appétits. Au niveau de ses perspectives, elle ne risque pas d'être challengée, concurrencée par les banques traditionnelles qui montraient, comme on le voit en France ou dans d'autres pays, donc leur fintech.
L'histoire, même récente, nous montre que non, dans la mesure où le modèle de Fineco est tellement plus efficace par rapport aux structures des banques traditionnelles qui sont beaucoup plus lourdes, qu'on a vu systématiquement que Fineco arrivait au fil du temps à grignoter des parts de marché aux banques. Si je me souviens bien, Fineco a récupéré environ 2% de parts de marché dans les 3 ou 5 dernières années, ce qui est clairement beaucoup. Il faut savoir aussi que cette grande épargne italienne, donc les 5 000 milliards et quelques, sont encore à 60% gérés par les banques traditionnelles. Sur de la dette italienne, sur les fameux bots. Oui, exactement. Et le reste est effectivement plus ou moins, a été déjà en quelque sorte récupéré par d'autres institutions comme Fineco. Mais ce 60%, c'est encore beaucoup et c'est encore quelque chose qui peut être assez facilement récupéré par des intervenants comme Fineco. Et Fineco, de fait, est l'unique réalité en Italie à être aussi efficace dans ce métier. En préparant l'interview, donc j'ai vu que son cours avait bondi de 10,50 à 12 ou 13,75 en quelques semaines. Il y a une actualité particulière ? Oui, alors ce qui a changé la perception, c'est en fait la dynamique des taux. Tout simplement parce que, de fait, on peut considérer que Fineco a deux sources principales de revenus, l'une étant la marge d'intérêt, l'autre étant les commissions qui dérivent du brokerage, les commissions sur les services bancaires et ainsi de suite. Et actuellement, ces deux sources de revenus sont plus ou moins équivalentes, plus ou moins 600 millions par an chacune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec la hausse des taux, les rendements des bons du Trésor, des BTP que vous citiez justement, se sont envolés. Comme Fineco, de fait, ne rémunère pas les comptes et les dépôts, un grand nombre probablement de leurs clients, des clients de Fineco, ont arbitragé et ont acheté des BTP. Évidemment, pour Fineco, c'est un petit peu moins rentable, même si cet argent reste dans le périmètre Fineco. Simplement, il est administré en quelque sorte, et donc investi en BTP, et il n'est plus sur un dépôt simple, et donc il n'est plus dans la disponibilité de Fineco. Donc ça a un petit peu dérangé les investisseurs quand on a vu qu'il y avait des décollectes sur les dépôts en faveur, par contre, des BTP. Mais le marché était un petit peu choqué par la décollecte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette tendance s'est inversée dans les 2 derniers mois de l'année 2023. C'est à ce moment-là qu'en fait, il n'y avait plus vraiment une concurrence aussi puissante de la part des BTP, et la collecte sur les dépôts a repris à être largement positive. L'explication est très claire et justifie donc cette hausse assez vive. Deuxième valeur, alors c'est une société familiale, la famille Bombassei, je crois, qui fait quand même une capitalisation de 3,5 milliards. C'est le leader mondial des freins pour les véhicules haut de gamme. Exactement. C'est une valeur là qui est par contre cotée toujours sur la bourse de Milan, mais dans le segment mid-cap. Elle capitalise 3,5 milliards avec un free float qui est autour de 47%, parce qu'effectivement la majorité du capital est encore dans les mains de la famille Bombassei. Leader mondial tout à fait dans les systèmes de frein pour les véhicules haut de gamme. Brembo de fait produit des disques et des pinces en aluminium sur laquelle elle est leader absolu avec une part de marché que nous estimons supérieure à 70%. Et évidemment, ce sont des systèmes de frein qui sont destinés exclusivement aux véhicules haut de gamme. Pour citer quelques noms, Brembo est le fournisseur unique de Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin et j'en passe. Voilà. Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans cette phase, et c'est pour ça que je suis content de vous en parler, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont développée, qui s'appelle Sensify. C'est en fait une solution pour équiper les voitures d'un système de freinage, une solution qui est beaucoup plus complexe par rapport à ce qu'ils font actuellement et qui va être probablement particulièrement adapté aux véhicules électriques, mais qui de fait peut être monté sur
tout type de véhicule. Et qui est peut-être utile aussi à la conduite autonome. Oui, en plus. Sensify, en fait, c'est un système basé tout d'abord sur l'électrification et sur l'électronique. Donc, pour freiner avec Sensify, vous n'aurez plus besoin du circuit hydraulique classique que nous connaissons dans nos véhicules. C'était de rupture technologique, quelque part. Exactement. En fait, les freins seront actionnés toujours par une pédale, bien sûr, mais ensuite, l'impulsion, en fait, qui est donnée sur la pédale, va commander électriquement les pinces des freins. Ça a plusieurs avantages. Le temps de réaction et de freinage est meilleur. Le temps de réaction du pilote ou du conducteur est toujours le même, mais par contre, à partir du moment où la pédale est pressée... L'impulsion est donnée, il faut aller vite. En plus, ça va permettre de gérer de manière totalement autonome chaque roue, c'est-à-dire qu'il va y avoir des capteurs et un système de lecture de ces capteurs qui vont faire en sorte que chaque roue sera freinée exclusivement dans la mesure où le freinage est nécessaire sur cette roue spécifique, en fonction de sa vitesse, en fonction du terrain, et ainsi de suite. Troisième aspect, la sécurité surtout, parce que le freinage à travers ce système va être beaucoup plus fiable. En plus, c'est un système qui va intégrer toutes les aides à la conduite et au freinage qui existent actuellement. Donc les ABS, les antipatinages, les ASR, tous ces systèmes qui souvent d'ailleurs sont fournis par d'autres ça va encore les améliorer, producteurs, seront totalement intégrés dans cette solution. Voilà. Donc pourquoi c'est intéressant pour Brembo? C'est intéressant parce que d'une part, ils vont être initialement clairement leader dans cette technologie, parce que l'on sache, il n'y a personne qui ait véritablement inventé quelque chose d'équivalent. Deuxièmement, parce que ça va vraisemblablement générer un chiffre d'affaires beaucoup plus significatif pour Brembo. Oui, un pricing power, parce qu'en plus on touche à la sécurité. Déjà, on est sur du véhicule haut de gamme, donc il y a un pouvoir d'achat qui est là. Le fait qu'on améliore la sécurité, automatiquement, j'imagine qu'ils vont pouvoir faire payer leur techno. Exactement. Mais non seulement, il faut considérer qu'aujourd'hui, quand Brembo équipe une voiture, ça veut dire 4 disques, 4 pinces, environ 400 € par véhicule. D'accord. Cette solution va coûter vraisemblablement, nous imaginons, la société ne l'a pas encore annoncé, mais vraisemblablement plus de 1 000 € par véhicule. Ça, c'est un chiffre d'affaires supplémentaire qui est important et qui ne va pas nécessairement être un coût supplémentaire pour le producteur automobile, parce qu'aujourd'hui, le producteur automobile va acheter les disques et les pinces chez Brembo, et puis, si ça se trouve, les circuits électroniques de l'ABS et de l'ASR chez Bosch. Oui, bien sûr. Alors que là, c'est Brembo qui fournit toute la solution. Donc, c'est véritablement du chiffre d'affaires supplémentaire et très bien margé. Quelle est la situation aujourd'hui? Le produit existe, un contrat a été signé, Brembo n'a pas encore annoncé qui est le client. Tout le monde sait que c'est Tesla, mais simplement parce que des tests qui ont été publics et qui ont été également offerts aux journalistes spécialisés, par exemple, ont été effectués sur des modèles Tesla. Donc, tout le monde est assez convaincu que le premier client sera Tesla. Début de production et de fourniture 2025, a priori, donc l'an prochain, avec, c'est ce qu'a dit Brembo jusqu'à présent, pour une plateforme à haut débit, donc sur des volumes quand même assez significatifs. J'ai la sensation que ça peut être un véritable game changer pour Brembo et pour l'industrie. Évidemment, initialement, les volumes ne seront pas énormes, mais c'est quelque chose qui me semble constituer un catalyseur majeur pour la valeur. Effectivement, là, c'est un grand catalyseur de croissance. Et ce n'est pas encore dans les cours, parce que sur un an, on est à -5, -6%. Donc, oui, tout à fait. C'est le moment donc de s'y intéresser. Oui, la valeur a un petit peu souffert, si vous voulez, un petit peu d'historique récent, sur le fait qu'ils ont transféré leur siège social aux Pays-Bas, comme l'ont fait d'autres sociétés, parce que ça leur permet de multiplier leurs droits de vote. L'idée derrière, c'est que ça puisse éventuellement servir dans l'avenir à faire de l'M&A en évitant une dilution excessive du contrôle. Donc,
Je crois qu'ils l'ont fait un petit peu dans cet esprit. Ils ne sont pas les premiers à le faire. J'imagine que d'autres le feront. Mais c'est quelque chose qui n'a pas véritablement plu au marché. Mais d'un point de vue industriel, je crois que c'est intéressant. Les CAPEX restent soutenus. Pour vous donner rapidement quelques chiffres, Brembo, c'est un chiffre d'affaires de 4 milliards par an, pour un EBITDA d'environ 700 millions et un bénéfice net de 300 millions, et des CAPEX qui cette année, si je me souviens bien, ont été autour de 350 millions. CAPEX qui sont en grande partie destinés à l'expansion de la capacité. Parce qu'au fur et à mesure que Brembo récupère et signe des contrats, ils ont la nécessité d'augmenter leur capacité de production, ce qui donne énormément de visibilité aux résultats à venir. Ils produisent qu'en Italie ou à travers le... Non, ils ont de très nombreux sites de production, je crois une vingtaine dans le monde. Ah oui, les plus récents qu'ils ont développés sont en Chine, en Pologne et au Mexique. D'accord, très bien. Alors, troisième valeur, on reste dans l'univers donc automobile. C'est un équipementier, on va dire, pour la sécurité et protection du sport mécanique. Alors, c'est aussi une société familiale, je crois que c'est Del Prato. Et par contre, là, on est sur une capi beaucoup plus petite, puisqu'on est sur 130 millions d'euros environ. Exactement, Stéphane, tout à fait. On enchaîne toujours dans la filière automobile à haute performance, de fait, famille Del Prato que vous citiez, qui a racheté la marque OMP en 2008. OMP, c'est surtout des vêtements pour les compétitions automobiles, donc les combinaisons, les gants, les chaussures. Et puis, plus récemment, la marque Bell, qui, par contre, est une marque iconique dans la production des casques pour le sport automobile. Il faut savoir que c'est un nom qui est peu connu, je pense, Racing Force Group. Et effectivement, c'est une microcap sur le marché. Mais pour ceux qui sont passionnés de Formule 1 ou de Formule E ou des grands championnats d'automobile en général, il faut savoir que Bell et donc Racing Force Group équipent les 2/3 des pilotes. Ils font que de l'auto, pas de la moto. Avec leur casque. Ils ne font pas de moto. Non. C'est effectivement totalement différent. Mais c'est mondial. Exactement. Et alors là, les relais de croissance, enfin les perspectives de croissance, quelles sont? Alors, il y a en fait... c'est une IPO relativement récente, parce que c'est justement Equita qui l'a introduite. En 2021, c'est ça? Exactement. Equita l'a introduite en bourse en 2021. Et les catalyseurs et les axes de développement dont il parlait en IPO sont les mêmes et ont été partiellement réalisés. À savoir, d'une part, ils comptent se développer, et ils l'ont en partie déjà fait, dans les rallyes, parce que c'est un championnat qui est intéressant et dans lequel ils étaient plus présents. En fait, un petit peu plus présents avec OMP, un petit peu moins avec Bell. Donc, ça permet de faire un cross-selling intéressant des deux types de produits. Autre aspect, les championnats américains comme NASCAR. Là aussi, en fait, c'est un petit peu le contraire. Ils sont très réputés pour les casques avec Bell, un petit peu moins avec OMP sur les combinaisons. Donc là aussi, ils développent belle opportunité de cross-selling. Et puis, surtout, la diversification. J'ai oublié de vous dire qu'il y a dans le périmètre une autre marque intéressante qui s'appelle Zero Noise, et c'est en quelque sorte l'âme technologique de Racing Force Group, parce qu'ils font principalement pour le moment ce qu'ils appellent Driver's Eye. Ce sont des micro-caméras qui sont montées en fait dans le garnissage intérieur du casque, juste à côté de l'œil du pilote, et c'est ce qu'on voit quelquefois quand on regarde les compétitions de Formule 1 à la télévision, quand on voit la prise de vue qui correspond exactement à ce que voit le pilote à ce moment-là. Et en fait, on suit aussi les mouvements de la tête du pilote. Pour la télé comme pour les ingénieurs, j'imagine, c'est utile parce qu'on est presque à la place du pilote. Exactement. Et ça, tous les pilotes de Formule 1, parce que c'est
l'organisme qui gère le championnat de Formule 1 qui l'a décidé, tous les pilotes de Formule 1 sont équipés de cette caméra dans leur casque. Et elle est produite par Racing Force Group, ça s'appelle Driver's Eye, et c'est ce que souvent est appelé, quand on regarde la Formule 1, Helmet Camera également. D'accord, c'est l'un des casques. Autre chose, toujours pour Zero Noise, et c'est ce qui donne l'origine au nom de la marque, ils produisent un système très performant pour la communication dans les rallyes entre pilote et copilote. Ouais. Parce que, quand il y a le bruit du moteur. Oui, exactement. Dans le cockpit, en quelque sorte, d'une voiture de rallye, je crois qu'il y a un boucan infernal. Et le seul moyen pour que pilote et copilote s'entendent, et le meilleur moyen en tout cas, c'est ce système de Zero Noise, donc qui élimine les autres bruits. Et puis il faut que la transmission soit fiable, parce que si le copilote dit virage à droite, s'il est à gauche, ça peut... Tout à fait, ça peut être gênant. Ok. Et là, donc, pareil, donc les perspectives de croissance ne sont pas dans les cours, puisqu'on est à moins 6% sur un an aussi. Oui, absolument, absolument. Là, je crois que comme beaucoup de petites et moyennes capitalisations, elle a souffert un petit peu une phase de marché qui ne leur était pas favorable. Oui. 2023. Le syndrome small limit cap, comme on voit en France. Exactement. 2023 était une année de mouvement surtout indiciel, donc où les grandes valeurs étaient clairement privilégiées et les petites ont un petit peu souffert. J'espère qu'en 2024, cette tendance va pouvoir s'inverser. Ce qu'il faut que je vous dise également sur les perspectives, c'est qu'ils sont également en train de diversifier dans des créneaux totalement distincts. Par exemple, ils ont pu signer un accord avec l'américaine Lyft, qui est le fournisseur des casques pour les pilotes des avions de chasse de l'armée américaine. Et ça, c'est quelque chose qui va commencer cette année, donc la production démarre c'est une diversification, c'est un nouveau département. Tout à fait. Je dirais, selon le même principe de diversification, la société est en train de développer aussi des casques pour les forces de l'ordre et en particulier pour les brigades anti-émeutes. Il y a beaucoup de pays qui sont intéressés justement à de nouveaux équipements plus performants, notamment plus légers, pour ces brigades. Peut-être aussi avec des moyens de communication internes, enfin dans le casque. Tout à fait, tout à fait. Et également pour les forces spéciales. Donc, on va dire les GIGN en quelque sorte des différents pays. Ok, parfait. Voilà. Donc je récapitule, donc on a dit Fineco, Brembo et Racing Force Group. Bruno, merci, et puis vous reviendrez donc prochainement nous faire découvrir donc toute cette côte italienne qui est très riche. Avec pour donc nos actionnaires, nos investisseurs donc, qui nous regardent, nous écoutent. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouveaux invités.